on a pu exercer peut-être une influence relative à un article fondamental. C'est l'article 49 de la Constitution qui fixe les limites aux libertés. Les libertés peuvent être limitées, mais les limites doivent elles-mêmes être encadrées, ne pas porter atteinte à l'essence du droit, que l'atteinte soit nécessaire dans une société civile et démocratique et qu'elle soit proportionnelle. Cela, je pense que l'association a pu jouer de manière indirecte pour qu'il figure, et actuellement il figure quasiment dans les mots mêmes que nous avions choisis. Donc c'est tout à fait indirect et pas déterminant en définitive, mais sur certaines questions, ça a été important. Moi, je voudrais rebondir sur ce que a dit mon collègue Rabbi Shwicha, lorsque vous avez dit que la règle de droit doit ressembler aux citoyens et non pas l'inverse. Moi, je nuance, parce que je pense que nous savons aussi que le droit peut constituer un moteur aussi de la société, donc il peut être la locomotive et qui peut aider à construire une nouvelle société. Ça dépend du contexte historique. Par exemple, je pose la question suivante, pas à vous, non. Lorsqu'en 1956, la loi a aboli la polygamie, est-ce qu'on peut dire que cette abolition ressemble à la société tunisienne réellement, ou l'inverse? Et je dirais même, non, j'irais plus, parce que à la limite, la polygamie à ce moment-là, déjà, c'était un peu faible, mais bon. L'adoption, quand la loi a permis l'adoption, et ça c'est contraire au texte clair du Coran, est-ce que la société tunisienne, c'est elle qui a donc, c'est sorti de la société tunisienne, ou est-ce que c'est la règle de droit qui a donc fait avancer à tel point qu'aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal qu'on adopte un enfant? Je crois que c'est pratiquement la seule société musulmane qui fait ça. Voilà, donc il faut nuancer. Hein. Il ne faut pas que le droit ressemble à la société ou la société ressemble au droit. Je crois qu'il y a au cas par cas, le contexte historique, c'est dialectique. Merci, professeur Salwa Chalfi. Juste avant de passer la parole, oui, le micro au quatrième questionnant, professeur Mar Bendena voudrait dire quelque chose. Donc, je lui donne le micro. Non, je voudrais réagir sur la phrase de Régis Debray pour dire qu'il faut du sacré. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les crises du sacré, vous parlez de l'ancien qui revient, je pense qu'on est en mal d'un sacré autour du savoir. Mais ce n'est pas propre à la Tunisie, ça se joue aussi en Tunisie. Je crois que si nous arrivions à donner au savoir son efficacité symbolique en Tunisie, c'est même pas la peine de parler de pouvoir, son autorité. Voilà. Il faudrait, et je pense véritablement qu'il y a une crise d'autorité. Parmi ces crises d'autorité, il y a une crise d'autorité du savoir. Et quand je dis autorité, ça ne veut pas dire obligatoirement pouvoir. Enfin, vous savez bien que ça ne correspond pas. Et je pense que c'est aussi ce problème-là que nous sommes en train de vivre et sur lequel nous essayons de réfléchir. Et pour répondre en tant qu'historienne et pour différencier un peu le paysage, parce que chacun lit ça comme il peut, je pense qu'il y a eu un travail des juristes, effectivement, relativement, Slim nous a expliqué qu'il a été très modeste. Moi, je pense qu'il a été plus profond et c'est tant mieux pour nous. Mais je pense aussi que pour d'autres savoirs, il y a d'autres manques, mais il y a d'autres moments. Pensez à ce qui se passe maintenant autour des historiens. Et je pense que 6 ou 7 ans après, ce qui revient sur la place publique avec infiniment moins d'acuité, mais aussi du débat, et moi je trouve que c'est intéressant, c'est que nous sommes en train de mettre sur le tapis ce que c'est que le savoir historique. Alors évidemment, il y a une querelle politique là-dessus, mais peut-on arriver à un débat sans querelle politique? Il faut que nous...
elle est politique d'abord, c'est pas éthique du tout. Et moi, ça me permet, je m'en réjouis, je trouve, j'adore cette polémique, parce qu'elle permet précisément de se poser la question lentement. Il n'y a pas d'urgence à écrire une constitution, il faut qu'on l'écrive très vite, etc. On laisse les politiques se quereller, on laisse les gens se quereller politiquement, parce qu'il faut qu'il y ait ça, mais il faut aussi que nous interrogions sur ce que c'est que le savoir historique sur nous-mêmes et le savoir historique tout court. Et pour reprendre toujours la même question, je pense que l'Arabie, le grand problème aujourd'hui, qui n'est pas propre à la Tunisie, c'est le grand copier-coller. L'expertise, c'est du copier-coller. Et le savoir, il faudrait que ça n'en soit pas, à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de notre constitution, qui est un peu une sorte de manteau qui a été taillé à droite, à gauche, et une sorte de puzzle pour le moment. Mais voilà, toutes les constitutions du monde, c'est des puzzles, c'est des raccords, c'est des choses comme ça. Et nous allons les habiter, et les habiter entre autres en les discutant. Enfin, je veux dire, on va les habiter, les discuter, et les reprendre, et les reformuler. Et c'est ça aussi notre devoir. Ça, c'est un devoir que nous devons faire. Cette précision qui ajoute quelque chose et ajoute un appoint assez capital à la question de penser le droit, penser la Constitution et travailler le travail, la forgerie de ces éléments qui constituent notre Constitution, qui est notre devenir. Et puis pour revenir à la notion de fraternité de Régis Debray, c'est aussi ce que disait François Villon, un frère humain qui après nous vivrait. Donc c'est aussi pour penser ce qui vient après nous, et c'est très important. Le quatrième questionnant. Bonjour. Merci à Bonjour. Je suis Mohamed Ali Benbegui, c'est ingénieur. Plus fort. Le micro, apparemment, ils vont l'activer. Bonjour, je vous remercie tous. Je suis ingénieur en génie civil, je travaille ici à l'université de la Manouba. Je vais parler première question, ou bien des reproches, ou bien des nuances sur l'éthique, ensuite la démocratie. Quant à l'éthique, je vois différemment, il faut un tout petit peu nuancer entre l'impact de dépassement ou bien de surpasser l'éthique, l'impact sur le bien de la société. Donc, je ne vois pas de la même manière quand je décide par exemple de donner un organe ou bien d'accepter qu'on teste sur mon organisme un vaccin ou un médicament. Ça n'a pas d'impact néfaste sur la société, donc je ne peux pas le comparer comme un autre surpassement de l'éthique, comme le fait par exemple de copier et coller, et qui pour moi aussi il est moins intense qu'un autre degré, car finalement ça terminera par se découvrir ce mensonge, il ne restera pas éternellement, mais les dépassements qui nuisent énormément à la société, comme le fait de cacher des produits nocifs existants dans des médicaments, ou bien dans des vaccins, ou bien d'imposer à la société, sous prétexte d'être bénéfique, des produits génétiquement modifiables, comme par exemple, mais par volonté de faire enrichir une ferme telle que Monsanto, qui exige à tous les Américains d'acheter la semence, et toute personne qui sème un peu de maïs biologique, il se trouve, il est hors la loi, il est pénalisé, il paye. Ensuite, s'il récidive la troisième fois, il serait prisonnier. C'est tout pour l'éthique. Par contre, quant à la démocratie, je vois aussi différemment les choses. Par exemple, par quelle justesse prendre quelqu'un de minoritaire et un autre de non minoritaire. Par exemple, vous pouvez être une grosse tête, une penseur, un savant, un chercheur, et moi de la populace, sans conscience, et que je suis très bien représenté, je suis bien élu, mais comment se fait-il que je suis mieux que toi? Tu es minoritaire et je suis majoritaire.
minoritaire en quoi et majoritaire en quoi? Tu es un individu, tu as une conscience, tu es un être comme je suis un être. Comment se fait-il que tu es minoritaire et que je suis majoritaire? Ça n'a aucun sens. Pour moi, mieux vaut parler de justice et de justesse. Et le déclencheur du pouvoir qui devrait régir la société, c'est plutôt l'aptitude à donner, l'aptitude à aider la société. Et d'ailleurs, même dans les sociétés les plus primitives, les plus proches du monde animal. Comme par exemple on lit La société contre l'État de Pierre Clastres, c'est plutôt l'aptitude d'être fort et de défendre le tribut qui nous donne le droit de gérer. L'aptitude de prendre le pouvoir, c'est étroitement lié à l'aptitude de donner, d'aider. Donc automatiquement, la situation s'est inversée de nos jours. Aussi, la notion de la démocratie en soi. La démocratie qui prétend être le pouvoir du peuple, elle ne devient pas le pouvoir du peuple, mais plutôt le pouvoir, des fois, d'une corpocratie qui a l'aptitude de payer pour pouvoir régner. Et d'ailleurs, il suffit de méditer la société américaine. Est-ce que George Soros, par exemple, représente quelle société américaine? Les Rothschild représentent quelle société américaine? Les De Morgan, quelle société américaine représentent-ils pour dire que c'est une démocratie? C'est plutôt une corpocratie où celui qui puisse payer, il puisse prendre le pouvoir, et d'une manière qui touche l'éthique, d'une manière flagrante, et c'est inacceptable, c'est injuste, c'est inhumain. Aussi, la démocratie, ce n'est qu'un processus d'acquisition de pouvoir. Est-ce que ne pas procéder à la démocratie, ne pas faire le passage du pouvoir, même dans une dictature, est-ce que la dictature est toujours mauvaise? Est-ce qu'elle est toujours méchante? On peut tomber dans une dictature où le dictateur n'est pas méchant, quand il aime son peuple, quand il est juste. Donc ce n'est pas une garantie, la démocratie en soi. Je ne suis ni partisan de la démocratie, ni partisan de la dictature. Et c'est pourquoi j'ai osé parler, c'est parce que je n'ai pas trouvé de solution. En tout cas, vous êtes un contradicteur très stimulant. Donc, et je passe tout de suite la parole à Régis Debray, qui va essayer de... Parce que c'est intéressant ce que vous avez soulevé quand même comme problème. Écoutez, vous avez réfléchi en termes de morale et la démocratie réfléchit en termes arithmétiques. Alors, one man, one vote. Au fond, la démocratie, c'est une modalité de la mathématisation du monde, en tout cas la démocratie au sens banal du terme. Alors c'est vrai, ce que vous dites, a déjà été dit presque aussi bien que vous par des sociologues, je crois, comme Pareto ou comme Max Weber, à savoir que la démocratie débouche sur la constitution d'une caste de professionnels, sur une bureaucratie qui confisque le pouvoir. Ça, c'est un processus qu'on a retrouvé partout, dans toute l'évolution historique des démocraties. C'est pourquoi aujourd'hui, on remet en question la démocratie représentative, la démocratie déléguée, et on parle de démocratie participative, enfin, dont les formules restent à être précisées. Mais vous posez le doigt sur une question très, très vraie, qui est, je dirais que la démocratie peut être l'alibi d'une minorité pour légitimer un pouvoir qui ne relève que d'un rapport de force, c'est-à-dire d'un rapport numérique. Voilà. Je ne suis pas en état d'offrir une solution à la difficulté que vous soulevez. Simplement,
il faut, comment dirais-je, éviter de prendre la politique pour une morale, mais sans faire de la politique contre la morale. Et ce que vous avez dit sur le dictateur éclairé, c'est ce qu'on appelait le despotisme éclairé au XVIIIe siècle, ça n'a pas vraiment marché. Parce que finalement, les plus éclairés, lorsqu'ils deviennent despotes, cessent d'être éclairés. Il y a, disons, que l'exercice du pouvoir absolu ne favorise pas l'intelligence, d'après ce qu'on peut voir ici et là, historiquement parlant. Donc c'est vrai que le despote éclairé, c'est ce dont nous rêvons tous. Ça nous éviterait de nous fatiguer en allant voter tous les 2 ans, 3 ans, en devant écouter des émissions politiques interminables à la télévision qui n'ont aucun intérêt. Mais enfin, malheureusement, on n'a pas trouvé vraiment la formule, parce qu'au fond, on peut être despote éclairé 6 mois, 1 an, mais un despote éclairé tend à rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, et généralement ça tourne mal. Je veux dire 2 mots sur la question du despotisme. Le despotisme fait partie de nos rêves, de nos espoirs. Culturellement, إنما ينهض بالشرق مستبد عادل محمد عبده. La figure idéale du gouvernant, c'était Sayyidna Omar, qui était un despote. Donc, il ne faut pas sous-estimer dans l'imaginaire arabe en général, et tunisien aussi, cette figure positive que prend le despote, non pas quand il est éclairé, nous on emploie un autre mot, quand il est juste. Le despote juste. C'est la figure du père. Voilà, absolument. On n'avait pas l'exclusivité. Absolument. C'est la figure du père. Et qui reste encore vivante dans l'imaginaire. Et c'est contre cette figure que précisément on est en train d'essayer de bâtir de tuer le père en quelque sorte. Psychanalyse aussi un peu, hein. C'est un désir pour le corps. Oui, et ben ça sera une bonne occasion de vous réinviter. En tout cas, je pense que cette session est maintenant close. Bon, peut-être un dernier intervenant, dernière question pour la route, parce que je ne sais pas, moi je respecte le timing des organisateurs. Je ne suis qu'une ordonnatrice du temps. Je vous en prie. Hein? Oui. Oui, allez-y. Donc j'étais partie prenante au niveau du texte de la Constitution, باب 7 من الدستور. دونك رئيس اللجنة هو وزير الصحة الحالي. Donc le texte c'est un texte tunisien. Mon intervention était d'ajouter قدام كلمة اللامركزية في علاقتها باللامحورية. Donc, comme je suis expert en décentralisation, déconcentration et expert en système d'information intégré, on a voulu, au niveau du comité, faire passer le couple décentralisation-déconcentration. Mais ça n'a pas passé à cause de l'avis d'Al-Jabal Chabi. Merci. Du coup, ça fait naître... bon, on va peut-être clore là. Je vous remercie infiniment d'avoir enrichi de votre présence et de vos interventions cette table ronde. Et je profite de ce dernier moment pour remercier encore les 3 intervenants et notre principal invité. Et non, mais la modératrice, elle fait son boulot comme toute modératrice normalement constituée. Et je le remercie de nous avoir honoré de sa présence, de sa réflexion. Et je lui souhaite encore une fois bienvenue en Tunisie et de le revoir très vite, très bientôt parmi nous. Merci, Régis Debray.